C'est donc comme si cela se heurtait à un dilemme. Car si j'essaie de maximiser mes revenus en tant que médecin, je dois maximiser le nombre de patients que je vois. Peut-être que cela signifie que je ne peux pas donner la meilleure valeur possible à chaque patient individuel. Mais en tant qu'humain, je veux offrir le plus de valeur possible. Faire face à ce dilemme où je deviens peut-être médecin pour de mauvaises raisons. Intéressant. Et puis je transmets cette idée à mes parents. Je ne veux pas être médecin. Et ils disent « Absolument pas ». Mon père était en colère. Ma mère était furieuse. Il a fallu environ 1 an et demi à ma mère pour croire que son fils n'allait pas devenir médecin. Oh mec. Et je veux dire, quand je dis que c'était dur. Comme mes parents avaient dit à tous leurs amis, juste parce que je suis médecin. Oh waouh, vous n'en devenez pas un. Je ne vais pas le devenir maintenant. Je reçois des appels de ma famille en Inde. Je reçois des appels de ma famille de l'autre côté. Que fais-tu? Vous êtes exactement une honte pour votre famille. J'entends ça encore et encore, mais j'étais comme ce n'est pas pour moi. Et j'ai commencé à réaliser qu'il y avait plus à faire dans cette chose. Alors maintenant, j'ai commencé à suivre ce parcours d'éducation financière. Et plus j'apprenais, plus je réalisais que j'étais. On nous a appris à aller à l'école pour obtenir un diplôme et trouver un emploi afin de pouvoir ensuite trouver un emploi et gravir les échelons de l'entreprise. Mais les riches ne font pas ça. Les gens riches ne travaillent pas pour gravir les échelons de l'entreprise. Ils travaillent pour posséder l'échelle de l'entreprise. Je n'avais même pas réalisé que tu pouvais faire ça. Maintenant, vous pouvez gravir les échelons de l'entreprise et travailler pour en devenir propriétaire en même temps. Mais c'est un état d'esprit différent, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous apprennent à obtenir ce diplôme pour pouvoir faire une chose: grimper les échelons de l'entreprise, gagner un salaire plus élevé. Mais si vous ne comptez que sur votre salaire, vous n'êtes qu'à un pas de la faillite. Parce que si vous perdez votre emploi, quelque chose vous arrive, vous ne pouvez pas travailler ou votre entreprise fait faillite. Vous avez perdu votre salaire et maintenant vous n'avez plus aucun revenu. Et maintenant, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez peut-être quelques économies pour vous aider à prendre soin de vous. Ou si vous n'avez pas économisé et que vous dépensez tout le temps pour des choses et que vous n'avez aucune épargne, alors vous êtes vraiment foutu. Ouais, vous vous endettez par carte de crédit et maintenant vous essayez de comprendre comment faire fonctionner les choses. Et à ce moment-là, il est trop tard. C'est là qu'il faut être proactif. Et maintenant, je me dis que c'est fou. Pourquoi ne m'a-t-on jamais appris cela? On ne m'a jamais parlé de richesse. On ne m'a jamais appris à investir. On ne m'a jamais enseigné ce genre d'éducation financière, mais pourquoi ne nous l'enseigne-t-on pas? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était très rentable de maintenir les gens sans éducation financière. Il est rentable de maintenir les gens dans la pauvreté. Intéressant. Qu'est-ce que c'est? Selon vous, quel est le principal système qui maintient les gens dans la pauvreté? Ensuite, cela se résume à tellement de choses différentes. Les banques, profitez lorsque vous n'avez pas d'éducation financière, parce qu'ils vous permettront d'économiser de l'argent à la banque. Ils vous maintiendront dans l'endettement des consommateurs. Si les banques suivaient leurs propres conseils, qui est d'économiser de l'argent? Les banques perdraient de l'argent si vous déposiez 1 000 $ à la banque. L'argent que vous avez déposé est un passif pour la banque et un actif en quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose qui enlève de l'argent de votre poche. Ainsi, lorsque la banque a votre argent, vous c'est un passif pour elle. Ils veulent s'en débarrasser le plus rapidement possible. Et pour ce faire, ils le prêtent parce que c'est un investissement pour la banque. Ils ne veulent pas conserver des liquidités, mais ils veulent que vous économisiez votre argent. Vous voulez à vous de leur donner de l'argent et de le laisser là, et qu'arrive-t-il à votre argent? Pendant qu'il est là, il perd de la valeur à cause de l'inflation chaque jour. Chaque jour où vous gardez votre argent à la banque, vous devenez plus pauvre. Chaque jour aujourd'hui, c'est drôle. J'ai fait une vidéo à ce sujet en 2016. C'était ma première vidéo à devenir virale. On l'appelait « Vous êtes assuré de faire faillite si vous faites cela »
Et je parlais d'une inflation de 2 à 3%. Si vous gardez votre argent à la banque, tu es fauché chaque jour. Maintenant, nous sommes à 8,5%. Et maintenant, les gens commencent à réaliser « Waouh, cette inflation est un vrai problème. » Et donc maintenant, lorsque vous gardez votre argent à la banque vous paie 0,01%. Peut-être 0,5% si vous avez de la chance et qu'il vous prête à 5%, 6%. Et donc la banque ne veut pas garder l'argent et les économies parce que c'est un passif pour elle. Elle veut que vous continuiez à dépenser de l'argent sur sa carte de crédit parce que maintenant ils gagneront 18 à 25% d'intérêt. Chaque fois que vous dépensez $1, waouh, les gouvernements veulent que vous soyez sans instruction financière. Parce que quand vous n'êtes pas instruit financièrement, devinez quoi? Vous êtes un employé et vous êtes un consommateur qui paie les impôts les plus élevés, les employés et les consommateurs. Tout le monde sait que les riches ne paient pas d'impôts. Cela met les gens en colère, mais souvent, nous ne comprenons pas pourquoi. Et nous nous mettons en colère contre les mauvaises choses et pour les mauvaises raisons. Ouais. Mais plus vous gagnez d'argent en tant que propriétaire d'entreprise, jusqu'à ce que vous deveniez ultra riche, j'ai l'impression que vous dépensez beaucoup d'impôts. Vous êtes l'homme. Et tu sais quoi? Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire légalement. Pour payer moins d'impôts, et il existe différentes manières d'investir votre argent pour payer moins d'impôts. Je vais donc vous donner quelques exemples. Commençons par cet évitement fiscal, et évasion fiscale sont deux mots similaires avec deux résultats très différents. C'est l'une des premières choses que vous apprenez dans les écoles de droit. L'évasion fiscale est illégale. Oui, tu vas en prison. Oui, l'évasion fiscale est légale. Et puis, vous êtes détesté pour cela. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. Mais vous respectez les règles du système. Et si vous apprenez le code IRS, c'est le livre de règles. Et ceux qui comprennent les règles sont ceux qui ont l'argent nécessaire pour embaucher de bons comptables et de bons avocats. Mais vous n'êtes pas comptable. Mais avez-vous étudié le droit? J'ai beaucoup étudié le droit fiscal. Vraiment? Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens riches comprendront comment cela fonctionne, joueront dans ce système et paieront peu ou pas d'impôts. Quelles sont les 3 choses que les personnes qui gagnent un demi-million et plus devraient faire pour mieux éviter les impôts? Alors commençons par, disons, je vais supposer que vous avez soit une sorte de revenu propre, soit que vous êtes un arnaqueur secondaire, soit que vous êtes propriétaire d'une entreprise. Oui. Donc, si vous gagnez un demi-million de dollars, supposons que ce soit un profit. Vous êtes imposé sur le revenu. Donc, si vous retirez un salaire, il sera imposé. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'une déduction fiscale? La meilleure question est de savoir comment faire de quelque chose une déduction fiscale, car tout peut être une déduction fiscale, si vous savez comment en faire une déduction. C'est donc la question que vous devez vous poser, car si vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de revenus. Je n'ai pas de taxes, n'est-ce pas? C'est donc ce que font les gens riches. Je vais donc vous donner un exemple de cela, puis je vais vous montrer comment les gens peuvent le faire à une échelle potentiellement plus petite. Elon Musk est probablement le plus grand exemple. Bien sûr, il n'a jamais reçu de salaire pour courir et posséder Tesla. Il a été payé en stock option. Donc, CES option d'achat d'actions était juste avant même qu'elles soient publiques. Je pense que c'était à peu près à l'époque où elles étaient publiques ou peut-être un peu avant. Mais il obtient des options d'achat d'actions depuis longtemps. Bien sûr, mais les options d'achat d'actions qu'il a obtenues ou qu'il a obtenues à l'origine étaient à $6 par action. Ainsi, lorsque l'action est montée à $1000 par action et qu'il a reçu des millions de CES options d'achat d'actions, il a maintenant sur papier beaucoup d'argent. Mais l'argent n'est pas sur son compte bancaire. Donc ce qu'il fait, c'est qu'au lieu de le vendre et d'avoir un revenu, il va à la banque et dit « Bon, j'ai ces stock options qui valent des milliards de dollars. Et si tu m'accordais un prêt, à 3, 4, 5% d'intérêt. » Aucune banque ne dira non à cela parce que la valeur de cela représente tellement des milliards de dollars. Je veux dire, vous pouvez réduire le nombre, mais aucune banque ne dira non. Il prend ce prêt. Il paie 3 à 4 à 5% d'intérêt et si son entreprise grandit, la valeur de ses actions augmente de 6%.
Il vient de réaliser un bénéfice là-dessus. Il n'a pas eu à retirer d'argent, n'a jamais pris de revenus, ne paie pas d'impôts et est maintenant capable de dépenser son argent en vivant gratuitement, en achetant ce qu'il veut, en vivant riche et en ne payant pas un centime d'impôt. Il n'a donc pas eu à le faire. Vendez n'importe quelle action parce que si vous la vendiez, il paierait un impôt sur le revenu dès que vous la vendez. Au lieu de cela, vous obtenez un prêt de la banque et vous n'avez pas à payer d'impôt sur ce prêt lorsque vous obtenez un prêt hypothécaire. Vous contractez une dette, c'est une dette. Ce n'est pas imposable, ce n'est pas un revenu. Si vous refinancez votre maison, ce n'est pas un revenu. C'est de l'argent liquide que vous avez en poche, mais ce n'est pas un revenu sur lequel vous êtes imposé sur le revenu. Alors maintenant, votre travail en tant que propriétaire d'entreprise est stratégique. Comment n'avez-vous pas de revenus maintenant? Vous pourriez bien dire, j'ai besoin d'argent pour dépenser, c'est sûr. Bien sûr que oui. Mais comment pouvez-vous désormais utiliser stratégiquement vos revenus pour financer votre style de vie? Encore une fois, il faut que cela soit conforme aux règles. Alors parlez à un conseiller fiscal. Mais maintenant, après la pandémie, l'une des choses que l'administration présidentielle veut faire, c'est encourager les gens à manger au restaurant. Manger au restaurant parce que les restaurants ont été si durement touchés par la pandémie. Devinez quoi? 6 choses sont des déductions fiscales contre mon entreprise. Je travaille ici quand vous êtes entrepreneur. Tout est travail. Mais la question est la suivante. Comment dépenser votre argent de manière à bénéficier d'une déduction fiscale? Mais vous devez être intelligent ici parce que vous ne voulez pas dépenser 500 000 $ pour ne pas avoir à payer 150 000 $ d'impôts, n'est-ce pas? Comme mon comptable, qui m'a appelé l'année dernière et m'a dit « Respire ». Vous devez sortir et acheter un wagon G. J'ai dit quoi? Je ne veux pas acheter un wagon G. Pourquoi? Il a dit, tu sais, il y a cette déduction fiscale qui dit que si vous achetez une voiture lourde, elle est toujours en vigueur à l'heure actuelle. Si vous achetez une voiture lourde, vous pouvez déduire jusqu'à 100% de la valeur de ce véhicule dès maintenant. Vraiment? Et parce que vous êtes un influenceur, vous pouvez potentiellement affirmer qu'en tant qu'influenceur, vous avez besoin d'un G-Wagon pour vous aider à soutenir votre style de vie. Le code des impôts le permet. Et je me suis dit, eh bien, je ne veux pas dépenser 150 000 pour une voiture dont je n'ai pas nécessairement besoin, juste pour pouvoir économiser, disons simplement 50 000 $ sur CES Tax. Vous devez donc être intelligent ici et savoir ce qui est bon pour vous et ne pas simplement dépenser votre argent, juste, vous savez, dépenser $1 pour économiser 20 000 cents. Donc vous savez, il vous suffit de connaître les bonnes stratégies qui peuvent fonctionner pour vous. Et ces choses changent avec le temps. C'est pourquoi la meilleure chose que vous puissiez faire est d'embaucher un comptable fiscaliste, un conseiller fiscal, quelqu'un qui ne se contentera pas de déclarer vos impôts, mais quelqu'un qui vous guidera. Et dites, très bien, vous savez, voici certaines choses pour lesquelles vous pourriez potentiellement dépenser votre argent. Voici où il y aura plus d'avantages à venir cette année. L'année prochaine, les choses que vous souhaitez faire. Il y aura donc des moments où il sera plus avantageux pour vous de dépenser de l'argent. Il y aura des moments où il sera plus avantageux pour vous de gagner de l'argent. Et vous savez, tout cela n'est qu'un jeu et c'est ce que les gens riches comprennent. C'est tout un jeu. Et beaucoup de gens détestent ça. Oh, cette personne ne paie pas d'impôts. Cette personne ne paie pas d'impôts. Mais en fin de compte, ceux dont vous devez vous souvenir, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit le code des impôts. Ouais. Tout ce que les gens font, c'est essayer d'apprendre. D'accord, voici ce qu'est le code des impôts. Que dois-je faire? Et vous savez, et puis vous entrez en quelque sorte dans d'autres questions philosophiques. Qui va faire mieux avec 100 000 $, le gouvernement ou moi? Si j'ai 100 000 $ en poche, je peux embaucher 1 ou 2 employés. Le gouvernement va, vous savez, dépenser cet argent là où il le dépense. Et ces quelques centimes finiront par servir à aider les gens. Absolument. Ouais, donc tu as commencé à t'occuper de l'immobilier très tôt. Êtes-vous toujours un investisseur massif dans l'immobilier? Quelle est votre approche à ce sujet maintenant? Ouais, c'est donc une question intéressante que vous avez posée surtout juste après la question fiscale. L'immobilier est donc l'un des meilleurs jeux fiscaux pour les investisseurs.
C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens fortunés aiment investir dans l'immobilier, car non seulement vous pouvez obtenir des liquidités, mais vous bénéficiez également d'avantages fiscaux. J'ai commencé à investir dans l'immobilier à l'âge de 19 ans à la suite à un accident. J'ai enduré beaucoup de souffrances. Je me souviens quand j'ai dit à mon père pour la première fois « Hé papa, je veux investir dans l'immobilier ». Il disait « Tu es stupide, allez étudier, devenez médecin ». J'ai donc commencé à investir dans l'immobilier et j'ai continué à acheter des maisons. Et je me souviens, parce que je m'en souviens juste après le krach de 2008, j'achetais des maisons pour environ 30 000 $ dans de bons quartiers. D'accord, je me souviens que les prix des maisons ont grimpé jusqu'à 50 000 $ et je me suis dit que c'était beaucoup d'argent pour une maison. Je ne connaissais rien d'autre, n'est-ce pas? C'est tout ce que j'ai vu. Et donc pour moi, j'étais comme si c'était cher. Mais j'ai continué à acheter et j'achète toujours, mais pas autant qu'avant parce que maintenant je travaille sur quelques autres entreprises. Et donc, ce que je réalise est acceptable lorsque j'investis mon argent dans l'immobilier. Mon objectif est d'obtenir un retour en espèces de 7% sur mon argent. Cela signifie que pour chaque dollar que j'investis, je veux récupérer 700 dans flux de trésorerie. Un cash flow positif chaque année. Si j'investis 100 000 $, je veux 7 000 $ de profit chaque année. Eh bien, je suis un entrepreneur, n'est-ce pas? Je travaille donc sur plusieurs sociétés différentes, dont Market Briefs. Et donc, maintenant je me trouve dans cette position où, que dois-je faire avec cet argent? Je peux prendre cet argent, le placer dans l'immobilier et obtenir un retour sur mon argent de 7 à 8%. Ou je peux le mettre dans Market Briefs, ce qui serait une déduction fiscale plus importante parce que maintenant, vous savez, si je dépense de l'argent en publicité, je dépense de l'argent en marketing, j'embauche plus d'employés, nous avons un bénéfice plus petit, mais ensuite je peux faire croître l'entreprise bien plus vite que 7% par an. Donc, ce que je fais maintenant, c'est investir une plus grande partie de mon argent dans des informations sur le marché, car c'est quelque chose qui me passionne énormément. Comme j'aime l'immobilier, j'aime revitaliser les maisons et les bâtiments et contribuer réellement à la construction des quartiers grâce à cela. Mais les informations sur le marché ont une toute autre réalité, dans le sens où nous rendons l'actualité financière accessible parce que, vous savez, je n'ai pas grandi en connaissant l'argent et CNBC avait l'air cool, mais je n'ai jamais rien compris à ce qui se passait là-bas. Ils utilisent tous ces termes déroutants. C'est donc le moyen de rendre l'éducation financière et ce qui se passe avec l'argent plus accessible aux gens parce que je me rends compte à quel point c'est important pour moi, parce que plus je parle aux gens, plus les gens écoutent ce que je dis, plus j'entends « Oh mon Dieu, j'aurais aimé apprendre ça quand j'étais plus jeune, comme si je me connais aussi ». Et donc c'est comme si c'était important pour moi d'aider à faire passer ce message parce que c'est tellement nécessaire. Vous savez, nous parlons en particulier des déserts alimentaires de Détroit où il y a des zones où les gens ne peuvent pas avoir accès à une nourriture saine. Mais cet argent déserte, ce désert d'éducation financière. Est-ce si répandu qu'aucun de nous ne peut penser à l'argent et cela me met en colère parce que si je n'avais pas accidentellement commencé à lire ces livres d'affaires, si je n'avais pas accidentellement commencé à investir dans l'immobilier, je serais dans un endroit complètement différent, tu sais. J'ai beaucoup d'amis qui sont médecins maintenant. Ils travaillent d'arrache-pied. Ils paient également les impôts les plus élevés. Ils essaient également de trouver comment subvenir à mes besoins, car lorsque vous devenez médecin, vous gagnez un bon salaire. Mais devinez quoi? Maintenant, vous avez de gros prêts étudiants. Vous devez rembourser. Ouais. Et maintenant, bien souvent, tu veux vivre ce style de vie de médecin. Tu veux avoir le wagon G, tu veux avoir le Ranger, tu veux avoir la belle voiture. Et laissez-moi, je veux ajouter sur ce point, parce qu'en ce qui concerne les prêts étudiants, vous savez, nous parlons de qui avez-vous confiance, d'où obtenez-vous vos informations, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Tout le monde, le système dit d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme. Si nous n'avons pas d'argent pour obtenir un diplôme, que faites-vous? Obtenez des prêts étudiants.